Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on est de retour dans Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Philippe Lantschener, cet homme d'affaires spécialiste du marketing et de la communication politique et auteur de La dernière présidentielle ou comment le système a fini. Il répond à toutes vos questions et aux questions d'André Berkov. Alors Philippe Lantschener, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous êtes dans cette collection que j'aime bien, Placards et Libelles, le quinzomadaire de la vie intellectuelle, où il n'y a pas que lui. Ça c'est Jean-François Colosimo, mais il a raison d'appuyer ça, donc aux éditions du Cerf. Ça paraît très régulièrement, c'est une grande feuille, c'est vrai, de rappeler retour au placard des guerres de religion, aux libelles de la Révolution, etc. Bon, on les lit, alors c'est très inégal, évidemment, comme toutes ces publications, mais alors la vôtre, Philippe Lantschener, moi, m'a vraiment attiré mon attention, parce que je trouve que vous tracez des pistes qui, à mon avis, dépassent et dépasseront largement ce qui s'est passé. Reste que, évidemment, c'est important d'analyser. Alors vous l'avez écrit par rapport au présidentiel, oui. Non pas par rapport au législatif, ça a été écrit avant, oui. Bien sûr. Mais c'est très intéressant parce que vous dites ceci, et on va en parler tout au long, on aura le temps d'en parler bien. Vous dites, c'est... Alors d'abord, votre titre déjà pose question, la dernière présidentielle, alors il n'y en aura plus, ou comment le système a fini, et vous dites la dernière, vous commencez comme ça, la dernière car le système est à bout de souffle, lâché par une société qui progresse à une vitesse que même ceux dont la profession est de la comprendre ont du mal à saisir. C'est vrai, vous, moi, c'est vrai que ça va vite. Alors, vous dites... C'est la dernière élection des partis. C'est intéressant parce qu'on l'a vu aussi aux législatives, même si on se dit, mais c'est les partis qui ont triomphé, la NUPS, les LR, le Rassemblement National, etc. Donc, est-ce que, je vous pose tout de suite la question, est-ce que les législatives, et surtout le second tour, ne dément pas votre thèse sur le fait que ce soit la dernière élection des partis ? Non, ça le confirme. C'est-à-dire, la certitude que l'on a aujourd'hui, et je suis ravi d'ailleurs, et merci à nouveau de m'inviter, parce que c'est des choses qui demandent un peu de temps. La certitude que l'on a aujourd'hui, c'est contre-intuitif, mais un parti vous fait perdre. Et si vous regardez bien les 4 premiers, ce sont des gens qui sont soutenus par ce que j'appelle des partis Potemkin, c'est-à-dire que ça a l'apparence d'un parti politique, mais en fait c'est très gazeux. Si vous regardez bien... c'est Canada Dry. C'est Canada Dry parce que vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas de vote. Si vous regardez bien, les 4 se sont libérés de leur parti. Emmanuel Macron, parce qu'objectivement, président de la République, il n'était pas président de son parti. Marine Le Pen, parce qu'elle a dit, si vous voulez que je fasse un score et que je gagne, il faut que je sois libre de vous. Éric Zemmour, parce que son parti, c'était un groupe de supporters, sans que ce soit péjoratif de dire cela. C'était neuf, donc ça pouvait pas en être autrement. Et alors la NUP, si vous regardez bien, la NUP est un rassemblement pour les législatives. Et en ce qui concerne les présidentielles, LFI est un sigle, ce que les gens ne remarquent pas. C'est-à-dire que le parti de gauche était un parti, mais LFI est une organisation, un mouvement, un sigle qui n'a pas de direction. Ouais. Donc en fait, la France Insoumise, vous dites c'est un sigle. Ah mais c'est objectivement un sigle, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que je pense, c'est-à-dire que c'est une réalité, et donc en fait, vous avez des gens qui ont compris que pour être libre, il fallait qu'ils soient dégagés de leur parti. Si vous regardez tous les autres, Yannick Jadot, il y va à la présidentielle, il gagne sa primaire. Quand il gagne sa primaire, qu'est-ce qu'il fait ? Sandrine Rousseau, présidente de son comité d'orientation politique. Eva Sass, à la direction. Bayou également. Ça avait été contre Bayou. Ces gens-là, pendant 3 semaines, par l'organisation entre eux. Et c'est-à-dire qu'ils disent aux Français, vous n'êtes pas ma préoccupation première. Ma préoccupation première, c'est d'abord, non pas mon camp, mais ma famille, et il faut que je les réunisse. En fait, ma bureaucratie familiale. Oui, mais avec un problème, c'est que encore, si vous avez une bureaucratie unie, c'est génial, parce que, vous savez, les trotskistes ont montré qu'on pouvait prendre Moscou à 10. La seule chose, c'est que là, ce sont des gens qui vont leur taper dessus. C'est-à-dire que Alice Coffin et Sandrine Rousseau vont massacrer Jadot pendant sa campagne. Ouais. Si vous regardez bien, Valérie Pécresse, dès qu'elle est élue, après sa primaire, elle fait 17%. Pourquoi ? Parce qu'objectivement, une candidature de droite après une primaire, ça vaut 17%.
La seule chose, c'est que derrière, pendant 15 jours, c'est comment je fais plaisir à Ciotti, comment je fais plaisir à Barnier, comment je fais plaisir à Juvin. Je nomme Hervé Morin président du pôle économique. Mais au moment où je vais présenter mes règles économiques, mon programme économique, Ciotti m'explique que c'est pas possible, qu'il pèse, qu'il a fait 40%. Alors c'est Retailleau qui présente. Et c'est-à-dire que Valérie Pécresse, qui part avec 17, se retrouve avec une campagne qu'elle est obligée de faire pour Ciotti. Moralité, vous avez quoi ? Des gens qui se disent, moi je suis de droite, classique, libéral, Pécresse, si elle est otage de Ciotti, je vais chez Macron. Vous avez l'autre moitié qui dit, oui, non mais moi je suis chez Ciotti, de toute façon, mais c'est un faux truc, parce que Pécresse... jamais elle ne nous fera confiance. Je vais chez Zemmour et vous vous retrouvez à 4,5. Donc les partis font perdre. Alors écoutez, c'est ainsi que votre fille est muette, mais vous ne l'êtes pas, Philippe Lanchenner, et les auditeurs non plus. On va continuer après les informations à parler de tout cela. La fin du système. Et on continue à parler politique après la pause avec Philippe Lanchenner qui est notre invité du jour. Et puis vos questions, vous connaissez le numéro 0826 300 300. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et moi j'aime bien les placards et libelles quand ils ont des choses à dire. Et là il y a des choses à dire. Je vous le conseille des auditeurs de Sud Radio, lisez-le. Ça coûte 2,50 €, c'est le numéro 13 de Placard et Libelle. Philippe Lanchenner, la dernière présidentielle, on a commencé à parler de la fin du système et on a parlé des partis qui, selon Philippe Lanchenner, effectivement, font perdre aujourd'hui. On a parlé effectivement de ce qui se passe, mais alors on va entrer dans le vif du sujet et on va prendre 2 exemples, les écolos. Les écolos, en fait, ils avaient tout pour plaire, ils avaient tout pour gagner, tout le monde est écolo, de Greta Thunberg à tous les jeunes, etc. Et auparavant, et puis les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourquoi ? Les écolos ont quelque chose dont tout le monde rêve, c'est quelque chose qui vous permet d'objectiver votre combat. Puisque le GIEC est en train de vous dire, on n'a pas de planète de rechange, et donc si on n'agit pas, on a 30 ans, autrement on est cuit. Vous vous rendez compte, c'est un rêve, c'est-à-dire une vraie plateforme, quoi. Et surtout une tierce partie, c'est-à-dire que c'est pas vous qui vous dit, un tiers qui légitime... Le GIEC le dit, quoi. Voilà, c'est comme si un tiers légitimait les LR ou Macron ou je ne sais qui. Donc c'est un rêve. Et pourtant, Yannick Jadot, qui était parti pour surperformer Noël Mamère, va faire en dessous, il ne va pas toucher les 5%. Je crois qu'il faut acter le fait que que cette élection est absolument antinomique et contradictoire avec ce que sont les écolos, et qu'il est fort possible que les écolos, désormais, fassent un trait sur cette élection. Je vous rappelle qu'ils l'avaient déjà fait en étant derrière Benoît Hamon, par exemple. Depuis René Dumont, ils l'ont fait, les présidentielles. Hein, oui. Et ils avaient déjà acté leur retrait derrière Benoît Hamon. C'est vrai, avant Jean-Luc Mélenchon. Voilà, alors la chose est assez simple. Oui. Les écologistes pensent le monde et la planète et sont absolument incapables de penser la nation. C'est pour ça qu'ils sont très 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 mal à l'aise avec l'élection présidentielle. Parce qu'il y a un manque de concret. Vous savez, il y a une preuve par 9 quand même assez incroyable, c'est que les agriculteurs ne votent pas pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre penser la planète et penser le territoire. Et entre penser la terre et penser le territoire. Et les ruraux et les agriculteurs, ils pensent le territoire. Mais penser le territoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire penser l'aménagement du territoire, penser les routes, penser les usines, penser les cours d'eau, penser la récupération, penser la proximité. La proximité. Et là, il y a un problème, c'est qu'il faut aller dans la microéconomie compétitive, il faut aller... relocalisation. Il faut relocaliser, et il y a un truc assez dingue, c'est que vous regardez, et je l'ai vraiment fait dans le détail, vous regardez la façon dont l'électorat de Yannick Jadot se décompose, totalement absent chez les jeunes, ce qui est assez dingue. Oui, intéressant. Totalement. Absent. Et absolument homogène chez les CSP+, dans les métropoles. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 élections pour les écolos. L'européenne, parce qu'elle est déjà supranationale et elle est déjà sur les grands principes. Et les métropoles, sur un malentendu,
Les C'est-à-dire métropoles que mondialisées actives, c'est voilà, ça, oui. où vous avez les CSP+, et alors vous allez me dire, mais c'est du béton, comment on retrouve les écolos? On retrouve les écolos par deux façons. D'abord, la première, c'est que l'abstention ramène un étiage, en fait, qui les favorise. Parce que vous avez des gens pour qui afficher un style de vie entre guillemets bobo, on va vite, on voit ce que ça veut dire, mobilité douce alternative, économie circulaire, etc. Eh bien, en fait, ces gens-là, l'élection municipale, c'est pour eux parce que c'est leur façon d'exprimer, leur façon de vivre en ville et leur façon d'être. Donc vous avez ce truc assez dingue, c'est que quelque chose qui est pensé pour la terre, en fait, est mis en œuvre localement par des gens qui ont les pieds dans le béton. C'est un drôle de truc. Et puis, attendez, et vous parlez des agriculteurs, et beaucoup d'écologistes, oui, mais ces salauds d'agriculteurs qui utilisent des pesticides, c'est pas possible. Ben oui. Il y a aussi ça. Ben oui. À la limite, mais ils disent, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, pour nous, quoi. Ah mais là, vous avez Très intéressant. l'absence de vote des agriculteurs pour les écolos, c'est la preuve par neuf du malentendu et du malaise. Et soit ils règlent ça, soit ils ne le règlent pas. Moi, mon pari, c'est Ouais. qu'ils vont sortir de l'élection présidentielle. Oui. Et encore, ils peuvent aussi essaimer dans tous les autres partis et ne plus exister en tant que tels. Vous croyez pas? Oui, pas c'est possible. un peu ce qui arrive au souverainisme aujourd'hui. Le souverainisme est partout. Il je est veux partout. dire, Il est partout parce que le Covid l'a amené en majesté. Exactement. Et alors justement, parlons de cela. Vous dites aussi, et on va parler aussi des médias, du journalisme, mais vous dites aussi que, et ça c'est très 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 intéressant, c'est que vous dites au fond, aujourd'hui nous sommes dans quelque chose qui est très différent. Vous dites qu'on n'est plus... On est dans un moment qui bouge. Je vais vous lire, et je dis pour les auditeurs, c'est très intéressant. Vous dites, les gens sont devenus experts de leur vie et connaissent parfaitement les nouveaux ressorts de la société, ce que vous appelez la Netflixation, je dirais, de la société. Vous voulez dire quoi par là? Vous voulez dire que les gens sont devenus plus experts de leur vie qu'ils l'étaient avant? Alors, ça veut dire que la vie, elle devient très très pointue. Et puis, je parle de cela en mettant ça en rapport avec les partis également. Ouais. Vous savez, si vous regardez les feuilletons du service public, par exemple, c'est-à-dire Plus belle la vie, Un si grand soleil, vous avez les scènes suivantes. Deux femmes qui discutent entre elles, et l'une dans une piscine qui dit à l'autre « Tu devrais congeler tes ovocytes et tu devrais aller en Espagne, tu sais, parce que tu devrais faire une GPA. » Et puis vous regardez... Il y a ça dans les feuilletons, je ne les regarde pas. Moi, tous mais, les jours. tous les jours. Et vous en avez une autre. Et puis, vous avez désormais une norme autour de l'homosexualité à côté de l'hétérosexualité. Vous avez une déconstruction du racisme, etc. Donc, le woke et la cancel culture partout, quoi. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Non. Ça veut dire que désormais, des choses sont... La société est en avance sur ceux qui la représentent. Comment voulez-vous que les gens qui voient cela aillent ensuite dans une réunion de parti le soir où ils vont tomber sur des gens qui vont leur dire « Gna, marchandisation du corps, ça se fait pas ». Donc, le parti, parce qu'il est né de la révolution industrielle, Bien sûr. il est né top-down, c'est-à-dire descendant, d'une manière verticale. Hiérarchique. Ouais. Hiérarchique. Aujourd'hui, la société ne veut plus ça. La société ne veut pas des gens qui ont raison parce qu'ils sont majoritaires dans une pièce. Ils veulent des débats, ils veulent qu'on discute, et l'autorité doit quitter le champ du parti politique. Ce qui devient un truc très très subtil, parce qu'en même temps, paradoxalement, il y a une demande d'autorité au Bien niveau sûr. de l'État, Eh oui. mais au niveau de l'État et du régalien, pas au niveau de la vie que les gens vivent. Donc les gens aujourd'hui ont une accélération absolue de la vie qu'ils vivent. Ils explosent totalement leur mode de vie, leur style de vie. Et donc aujourd'hui, la politique est incapable de rendre compte de cette vitesse, mais je ne jette pas la pierre aux politiques. Mon métier est d'être au milieu de la sociologie. Les sociologues ont un temps de retard tout le temps. Vous savez, on est revenu au XVIIe et XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passait au XVIIe et XVIIIe siècle? C'est que lorsque vous lisiez Balzac, Zola, Flaubert, eh bien, par ce qu'ils racontaient, ils étaient en avance sur les philosophes, sur les historiens et sur les Oui, les politiques. romanciers voyaient beaucoup mieux. Les romanciers autres, voyaient oui. beaucoup mieux. Voilà. Et donc aujourd'hui, 200 ans plus tard, on est à nouveau dans ce cadre-là. Oui, mais si la société va aussi vite que vous le dites, c'est ingouvernable. Qui va pouvoir effectivement rendre compte, d'avoir le miroir
qui réfléchit non seulement, mais qui est sur le bord de la route et qui reste effectivement présent et qui ne prenne pas de retard? Alors, sans flagornerie, formidable question. Mais d'abord, c'est ingouvernable. Il ne vous échappera pas que c'est difficilement gouvernable en ce moment. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Et ça veut donc dire que ce qui est... C'est pour ça que quand je parle d'un système qui finit, désormais, il faut revoir absolument la façon de gouverner. Emmanuel Macron l'a approché du doigt, mais il est pris par la vie qu'il vit, donc il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Quand vous décidez de faire une loi X sur n'importe quoi, vous devriez d'abord mettre dans la pièce l'ensemble des parties prenantes de la société, les organisations, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les associations. Les citoyens. Les citoyens. Ouais. Vous discutez avec eux. Vous faites un premier bilan. Ce bilan, vous n'en faites surtout pas une loi. Ce bilan, vous avez fait un projet de loi que vous mettez en œuvre dans 2 métropoles, dans un département, dans une région. Ensuite, vous faites les assises de cette première expérimentation. Quand ces assises ont donné leurs résultats, vous pouvez à ce moment-là généraliser. C'est comme ça que ça se fait partout pour la petite histoire. Il faut le temps. Il faut le temps et surtout il faut accepter. Vous savez, les Anglais disent fail fast, learn fast, fix fast. C'est-à-dire qu'il faut accepter de tenter des coups, de se planter. Se planter, c'est pas grave, on répare tout de suite et on corrige. Et donc il faut que quelqu'un ait le courage de dire que c'est ça la méthode de gouvernement. Parce que de toute façon, on y viendra. Et de ne pas dire si vous n'en voulez pas, je le remets et puis je passe à autre chose. Oui. On en reparle tout de suite avec Philippe Lanschoner, c'est, je crois, passionnant, après cette petite pause. Oui, et si le cycle politique était enfin épuisé pour de bon? On continue d'en parler avec notre invité Philippe Lanschoner dans Berghoff dans tous ses états. Et puis, vous venez nous donner votre avis, 0826 300 300. On attend vos appels. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berghoff dans tous ses états. Oui, et je vais me faire l'homme sandwich. Oui. Philippe Lanschoner, la dernière présidentielle, le tout pour 2,50 €. Franchement, ça les vaut très, très largement. Je le dis dans la collection Placards et Libelles aux éditions du Cerf. Alors, on va revenir au réel qui fera à la porte. Vous parlez justement dans votre pamphlet, Philippe Lanschoner, des 10 millions de Français à 1 700 € par mois. Important. Qui font marcher la machine, qui les impôts. Alors, d'un côté, on a, et heureusement, les pauvres qui sont aidés, évidemment, par toutes les manières. D'ailleurs, certains se plaignent parce qu'ils disent, oui, c'est les immigrés, c'est les Ukrainiens. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Et puis, il y a les riches, les très riches, les qui se débrouillent, il n'y a pas de problème. Et puis, entre-temps, 10 millions de Français. C'est pas mal, et même plus, d'ailleurs. Et en fait, pour cela, qui leur parle? Comment on leur parle? C'est-à-dire, c'est ça le vrai problème. Je parle évidemment des politiques, on revient à ça, puisque vous dites à la fin de ce système, à la fin de cette élection. Comment on peut avoir justement une politique de réel face à ceux qui font marcher la machine? D'abord, si on ne comprend pas que c'est là que tout part, TOUT, tout part, on se trompe. C'est-à-dire que parce que la gauche n'a pas su leur parler, parce que la droite n'a pas su leur parler, parce que Emmanuel Macron n'a pas su leur parler, Marine Le Pen a su leur parler, et le truc a totalement explosé, quoi. C'est-à-dire que, si on regarde bien, en fait, ces gens dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les ménages à niveau de vie médian. C'est-à-dire qu'ils ont quelques caractéristiques. Très très rapidement, on peut en prendre 2 ou 3. Oui. La première, c'est qu'ils sont périurbains. Ils ne sont pas dans les métropoles. Pour 50% d'entre eux, c'est beaucoup. C'est la France périphérique? Oui, ils sont périurbains et ruraux. Et ruraux. Donc ça, c'est 50%. Oui. La deuxième, c'est un fait. Ils sont entre guillemets le petit peuple blanc, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'émigrés là-dedans. Le troisième, c'est qu'ils bossent, ils travaillent, et ça c'est fondamental à comprendre. Et du coup, ces gens-là, ils ont 2 problèmes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les revenus du patrimoine pour pouvoir apporter un plus. Et c'est pas des héritiers. Oui, et ils gagnent trop d'argent pour pouvoir avoir les aides sociales. Donc ils sont au milieu. Et ces gens-là, eh ben en fait, ils ont pas, tout s'est écroulé devant eux. Tout s'est écroulé devant eux, et c'est un paradoxe de dingue. C'est que c'est celui qu'ils avaient élu, François Hollande, qui va faire que les choses vont s'écrouler.
à cause des décisions qu'il prend sur la CSG, sur les retraites, sur l'essence, sur la fin de la taxation des heures supplémentaires, etc. Donc les gens qu'il avait élus sont ceux, et comme quoi c'est difficile la politique, sont ceux qui prennent dans la figure. Non, et alors, donc, ça tombe de manière assez injuste sur Emmanuel Macron. Parce que c'est durant les 5 années qui précèdent Emmanuel Macron que tout s'est joué. que tout s'écroule. Et il va y avoir 2-3 décisions prises sous Emmanuel Macron qui vont créer le trop c'est trop, ça déborde. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et pourquoi, moi, ma thèse, c'est que tout se cristallise là. C'est que on passe vite parce que vos auditeurs le savent, il y a les gilets jaunes, les carrefours sont bloqués, les ronds-points, blablabla, blablabla, on attaque l'Élysée, machin, comment ça s'appelle, l'Arc de Triomphe, etc. La gauche, elle dit, mais en fait, quand il y a un problème comme ça, c'est un problème de chômage et d'emploi. Et c'est l'emploi qui doit régler le problème. Et ils disent ça depuis le manifeste du Parti communiste, grosso modo, 1848, Karl Marx. Bon, la seule chose, c'est que ces gens-là travaillent. Donc c'est pas l'emploi qui règle le problème. Et on est dans un pays où des gens peuvent travailler, néanmoins aller au resto du cœur, voire dormir dans leur voiture. Donc la gauche... Et il y en a beaucoup. Voilà, Ouais. donc la gauche parle, mais ces gens-là se disent, ils ne me comprennent plus. Donc la gauche pense que c'est le chômage et l'emploi qui créent le problème. La droite pense que c'est le travail et le fait de plus travailler qui permet la réussite. La seule chose, c'est que quand on est au taquet en termes de défiscalisation d'heures sup, qu'il n'y a plus d'heures sup, qu'est-ce que l'on fait? Alors vous allez me dire, et le troisième, Macron. Macron, il arrive et il dit, oui, mais regardez le pouvoir d'achat. L'indice du pouvoir d'achat, il a augmenté. Sauf que l'indice du pouvoir d'achat, il prend les loyers à 16%, et tenez-vous bien, il met en patrimoine le remboursement de l'emprunt, parce que c'est censé être une richesse. C'est-à-dire que c'est une folie conceptuelle dingue. Là-dessus, les économistes appellent ça le reste à vivre. Mot qui est absolument sous les radars. Ça veut dire que c'est le reste à vivre, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout dépensé, qu'est-ce qui vous reste? Et donc, inutile de vous dire qu'il ne reste rien. Et Marine Le Pen... Le 15 du mois, on n'a plus rien. Voilà. Quoi. Et Marine Le Pen s'engouffre, elle appelle ça le pouvoir d'achat. Et elle crée une bascule lexicologique. C'est elle qui touche, c'est elle qui a raison, et c'est le pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, en politique, tout le monde va dire il y a un problème de pouvoir d'achat, mais en même temps, c'est les mots de Marine Le Pen, donc comment on fait? Et là, vous comprenez quand on me dit oui, mais je comprends pas comment les Français peuvent-ils être d'extrême droite, gna gna gna. Mais les gens qui sont pour Marine Le Pen, ils ne pensent pas qu'ils sont d'extrême droite. Et la gauche, et à partir du moment où la gauche et la droite... Ça fait que diaboliser ça, en fait... Voilà. Et à partir du moment où la gauche et la droite quittent leur terrain sémantique pour en employer d'autres, chacun, la droite, elle se perd en courant après Zemmour, la gauche se perd en courant après l'écologie et après la souveraineté. Non pas que ce soit mal de courir après l'écologie, la souveraineté. La seule chose, c'est que l'écologie, pour le PS, ça appartient aux Verts, et la souveraineté, ça appartient à Pasqua, ou Chevènement, ou Montebourg. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens quittent leur maison, il n'y a plus de normes. Et donc de normes de langage. Et donc Marine Le Pen, en rentrant là-dedans, n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, elle est du peuple. Et là, elle fait ses 20%, et elle fait 42%, et les autres lui ont laissé la porte ouverte, et les gens se disent, c'est la seule à s'occuper de nous. Alors, ce que vous dites, justement, parce qu'on voit très bien vous parler du pouvoir d'achat, mais il y a quand même autre chose aussi, qui a beaucoup joué, et qui a joué avant même le Covid, l'insécurité et la santé. Oui. Là aussi, là où Zemmour n'a pas eu totalement tort, c'est sur la sécurité. Là où d'autres n'ont pas eu tort pour la santé. Mais vous dites le pouvoir d'achat est quand même la chose qui est centrale, focale. Oui, parce que la santé, si vous regardez toutes les études, ça existe depuis longtemps. C'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, moi je voyais de par mon métier des écuries présidentielles où les gens disaient ouais, on va taper Macron sur le Covid parce que regardez, le pays a été ci, a été ça, etc. Et quand on me demandait un avis, moi je disais je serais vous, je ferai attention parce que une fois qu'on aura enlevé les masques, le Covid il sera parti quoi. Et cette campagne elle va se faire hors Covid. Et puis ne vous y trompez pas, à partir du moment où Emmanuel Macron a aidé les gens à s'en sortir, il n'y aura pas de bilan négatif Covid. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu de bilan négatif Covid. Les politiques ont fait un mauvais pari. C'est-à-dire qu'ils ont dit l'Ukraine, c'est un scandale parce que l'Ukraine, ça favorise le président
Et ça, c'est un désavantage compétitif qui est injuste, et on va réussir à le montrer. Et à 92%, je dis bien 92%, les Français ont trouvé normal que l'Ukraine s'invite dans le débat présidentiel, parce qu'ils ont dit, après tout, le rôle d'un président de la République, c'est d'être capable au niveau international de régler ce sujet. Et ce qui veut dire que les deux, Pécresse et Zemmour, qui tapaient sur l'Ukraine, en fait, c'était un fusil à tirer dans les coins et à marquer des buts contre son camp, parce qu'ils apparaissaient auprès des gens comme étant incapables de gérer le sujet. Et donc, cette critique s'est retournée contre eux en termes de légitimité. Oui, mais juste, Philippe Lanchenard, ça n'a pas été l'élément dirimant de la présidentielle, quand même. Non, mais quand vous faites la course contre le vent, vous rajoutez un petit balai, quoi. Voilà. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que Macron, il a aligné les vents favorables. C'est vrai, sauf qu'à mon avis, ça n'a pas joué contre lui aux législatives quand il est allé chez Zelensky 2 jours avant le scrutin. Ça, je ne crois pas du tout que ça non, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. On va se retrouver tout de suite après cette petite pause et nous allons parler avec Philippe Lanchenard et vous-même, auditeur de Sud Radio. On vous attend. Oui, on continue à parler politique et à parler vrai, surtout dans Berkoff, dans tous ses états. Philippe Lanchenard est notre invité. Cette fois-ci, c'est vous qui allez lui poser toutes les questions qui vous trottent par la tête. Et puis, c'est sur ce numéro 0826 300 300. On vous attend. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et de retour dans ce face-à-face avec Philippe Lanchenard, qui est l'invité de Berkoff dans tous ses états. Il publie aux éditions du CERF la dernière présidentielle ou comment le système a fini. Cette fois-ci, c'est vous qui allez lui poser toutes les questions. On a une question pour vous, Philippe, de Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, monsieur Berkoff, bonjour. Encore félicitations à votre émission. Merci. Bonjour à votre invité. Très intéressant. Vous êtes sociologue, monsieur, et je voulais vous poser la question suivante. Votre analyse, elle me plaît bien, d'après ce que j'ai entendu, mais moi je voulais vous poser une question en tant que sociologue. Comment analysez-vous? Alors on va aller un petit peu plus loin. Comment analysez-vous, monsieur, c'est pas la première fois, cette abstention sur des élections, qu'elles soient, je dirais, présidentielles ou législatives? Ce sont des gens qui nous représentent. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que sociologue, qui peut arriver? Parce que moi, ce qui me gêne un petit peu, ce qui m'inquiète, c'est tous ces gens qui n'ont pas voté et qui, quelque part, représentent quelque chose. Et l'alternative, c'est quoi? Est-ce que ces gens vont continuer à ne pas s'intéresser à la vie politique, ou est-ce qu'il va y avoir à un moment donné... Voilà, c'est vous. Est-ce que ça, oui, absolument. Ou alors ce qui va se passer, non pas dans les urnes, mais dans la rue ou ailleurs. Voilà. J'ai un peu peur de cela. Alors, Philippe Lanchenard, effectivement, et d'ailleurs, juste pour ajouter, vous savez, c'est 10 millions de Français ou plus, à 1700 les médians. Est-ce qu'ils ont voté ou pas? Ils votent ou pas? Oui, alors d'abord, je vous laisse juste par honnêteté. Je ne suis pas un sociologue, je suis quelqu'un qui, dans son métier, utilise abondamment les résultats de la sociologie et travaille avec des sociologues, mais moi personnellement, non, mais c'est pas une insulte, oh là là. Mais moi personnellement, je ne le suis pas. Alors vous savez, moi j'ai une position un peu spéciale, un peu différente et singulière là-dedans. Moi je pense que vous n'aurez jamais, et je dis que ça peut être normal, vous ne ferez jamais voter 100% des gens à moins de rendre le vote obligatoire. C'est-à-dire que je ne trouve pas anormal que vous ayez 15 à 16% de votants qui puissent dire qu'ils n'ont pas envie, pour plein de raisons, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce que les sondages étant assez prédictifs dans les 10 derniers jours, qui se disent de toute façon je ne pourrais pas influer dessus. Donc moi je crois que entre guillemets le 100% de votants n'est pas possible. Néanmoins, ça, on le sait toujours. Oui, voilà. Néanmoins, ce que nous avons là, c'est trop, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui ne votent pas. Et ceux qui ne votent pas, là, c'est effrayant, parce que ceux qui ne votent pas, ce sont les plus jeunes d'entre nous.
Et ce sont les plus jeunes. 70% des 18-34 ans. Voilà. Et ça c'est effrayant et c'est un raz-de-marée quand on est dans les métropoles. Donc ça, c'est effrayant. Alors il n'y a qu'une seule façon, à mon avis, de ramener les gens, c'est la méthode de gouvernement. C'est-à-dire que si on n'intègre pas la société civile, non pas en tant que ministre, c'est pas le sujet. Mais si on n'intègre pas les associations, les organisations, tous les gens qui sont dans les interstices de la société et qui produisent des choses extraordinaires dans les villes tous les jours, comme le font les maires. Si vous regardez la façon dont les maires gouvernent, ils gouvernent comme l'État devrait gouverner. Et si on n'amène pas quelque chose de plus participatif et de plus partagé, le pire est à craindre en termes de participation. Donc moi personnellement, je pense que c'est pour ça que je parle d'un système qui est tabou et qui finit. Le système représentatif, le système vertical est tabou. On ne peut rien en faire. Si on ne fait pas quelque chose de plus participatif, on n'y arrivera pas. Si on ne fait pas plus de proportionnel, on n'y arrivera pas. Parce que là, il y a eu un joyeux miracle qui vient de se passer avec la NUP, qui fait que nous avons finalement une assemblée qui n'est pas très loin de ce que serait une assemblée avec une proportionnelle, mais c'est arrivé par miracle. Et vous ne parlez pas du référendum dans votre... Ce référendum, c'est quand même pas mal comme participation. Alors moi, je pense que, alors là, c'est très personnel. Je pense que ça va être très brutal et qu'il faut éviter ça. Pourquoi ? Parce que si vous avez un référendum qui décide de quelque chose de fondamental pour la société par 51 contre 49, alors là, on n'a pas fini avec les antagonismes. Donc moi, je pense que... Pardon, je vous en prie, Philippe Lanchener. C'est que ça a été quelque chose qui a beaucoup joué. Moi, je dirais, tout le monde le dit, le référendum de 95. Non, de 2005. De 2005. La Constitution européenne, où les Français avaient voté à 55% contre. Absolument. On n'a pas tenu compte, on s'est assis dessus. Oui. Et tout ce que vous dites, ça a joué un rôle très important. Absolument. Faut pas le négliger, là. Absolument. Ouais. Mais généralement, aujourd'hui, quand on parle de référendum, on parle de référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que, si vous voulez, si 1 million de personnes veulent interdire l'avortement, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on se tape le spectacle terrible d'un référendum avec un débat qui sera au couteau, avec des antagonismes. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas l'évacuer. D'ailleurs, Dieu merci, notre Constitution l'intègre. Mais il faut à tout prix que la méthode de gouvernement permette, voilà. D'accord. On remercie Jean-Claude qui nous a appelé de l'Essonne. On a un autre appel pour vous, Philippe. C'est Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour à votre invité et ravi de vous entendre à nouveau, mon cher André. Je partage tout ce qui a été dit globalement. Je voudrais revenir sur la présidentielle. Je trouve que ça a été balayé assez rapidement après ce résultat qui, moi, personnellement, ne m'a pas étonné. Je pense que Mme Le Pen a en réalité laissé gagner M. Macron, puisque je pense très sincèrement qu'elle ne veut pas du pouvoir. Ce qui l'arrange, c'est d'être en opposante en numéro 2 et faire tourner son parti politique. Je pense que c'est réellement le cas. On l'a bien vu, vous vous rendez compte, elle est avocate de profession. Elle avait 10 occasions de lui mettre des punchlines au deuxième tour pendant le débat. Elle ne l'a pas fait. Et plus que des punchlines, oui. Mais bien sûr, plus que des punchlines sur des casseroles. C'est même plus des casseroles, c'est une cuisine entière pour M. Macron. Elle ne l'a pas fait, donc je pense très franchement qu'elle ne veut pas du pouvoir et que tout ça arrange le cercle du pouvoir, effectivement, pour pouvoir continuer comme ça. Depuis Mitterrand, de toute façon, le RN ex-FN est utilisé comme parti repoussoir pour se maintenir aux manettes. Oui, bon, et au-delà, alors, justement, Julien. Tout à fait, et je voulais juste dire ça également par rapport à LFI. Vous l'avez dit, André, tout à l'heure, concernant le pass. Monsieur Mélenchon s'est trompé quand il était encore à la députation 266 fois. Donc en fait, moi je pense, je vais vous le dire clairement, que ce sont des oppositions de façade ce sont des partis qui font partie du système et que, comme je l'avais dit, effectivement, je pense que le système est à bout de souffle parce qu'en fait, on ne présente pas aux Français les vrais opposants, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'on retrouve une souveraineté nationale, ceux qui veulent sortir du covidisme qui nous est imposé par les grands laboratoires, par l'Union européenne et peut-être par d'autres puissances derrière. Et donc, tous ces mondialistes, ces covidistes, ces européistes, en fait, ce sont eux qui sont aux manettes depuis 50 ans. Donc, tant que les médias, je ne veux pas être long, mais tant que les médias blacklisteront et n'inviteront pas
les souverainistes comme M. Dupont-Aignan, M. Asselineau, M. Philippot, ben, on n'aura pas de changement puisque tous les partis de LREM à EELV pensent à peu près la même chose, sauf sur les questions sociétales. Là, il n'y a pas de problème, on en débat. Et donc, tant qu'on ne traitera pas les vrais sujets de réindustrialisation de la monnaie et également donc des questions économiques, on va vers l'abîme, la mise dans l'abîme de la France. Alors, très clairement. D'accord. Non, mais vous avez bien écouté. On vous a bien écouté, Julien. Alors, Philippe Lanschoener, effectivement, bon, on voit bien. Alors, voilà, les souverainistes, effectivement, il y a l'histoire de la médiatisation, mais il y a surtout l'histoire, effectivement, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de l'érosion du système, voire de la givorisation du système, qu'on est dans des oppositions contrôlées, comme on dit, ou pas? C'est très compliqué cette histoire parce que objectivement, sincèrement, Éric Zemmour a eu plus d'exposition que quiconque. Plus d'exposition que quiconque. Oui, la médiatisation, c'est clair. Voilà. Mais la médiatisation, ne renvoie pas à l'élection. Vous le savez, c'est pas nouveau. Non, mais ça. Je suis d'accord. Mais Emmanuel Macron, en 2017, en partant de rien, a réussi son coup. Éric Zemmour, si on réfléchit bien... Non, je peux pas. Il n'est pas parti de rien. Non, pardon. Il avait tout le système derrière lui. Oui. Soyons clairs. Non, parce que quand vous dites en partant de rien... Non, ce que je veux dire, c'est... Zemmour n'avait pas le système. Je veux dire qu'il était vierge d'action politique classique. Ah oui, maintenant, si vous voulez, on peut monter, on peut descendre. Moi, vous voyez la façon dont j'ai traité tous ces sujets. Éric Zemmour, j'ai regardé toute sa structuration en faisant la moyenne de toutes les études qui pouvaient être faites sur lui. Et il y a des faits d'airain. Il est absolument absent chez les jeunes. Absolument absent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Donc les meetings où il y avait des milliers de jeunes, des millions, et ça non, mais d'abord, il y avait ces jeunes politiques. Il a été extraordinairement bien organisé avec un parti. Mais vous pouvez avoir 600 jeunes qui sont là. Le problème, c'est la France, quoi. Dans les études, il n'a pas de jeunes. Voilà, ensuite, de tous les candidats, c'est le plus gros différentiel homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a 18 points d'écart entre ce qu'il pèse chez les hommes et ce qu'il pèse chez les femmes. D'accord. Et enfin, la troisième chose qui, moi, m'a surpris, il est immensément faible dans ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles à haut quotient intellectuel. C'est-à-dire que l'IFOP prend des coupes sociologiques et il définit les populations telles que vous-même, les gens qui travaillent dans des médias, les gens qui travaillent dans les métiers créatifs, les métiers culturels, les architectes, les avocats, etc. Il fait 6,5%. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut, si vous voulez, mais c'est quelqu'un que les gens ont écouté et ils ont décidé de ne pas le suivre. Non, voilà. mais ça, oui, donc, ça, je suis d'accord. Mais je crois, juste un mot là-dessus. Je crois que... mais là, je ne sais pas. Alors, et c'est vrai que moi, j'ai un peu de réserve par rapport à un certain nombre d'études, non pas qu'elles sont fausses, surtout pas. Mais je crois que ça, pour moi, et c'est vraiment au-delà de Zemmour, il y a des dynamiques qui n'ont rien à voir avec la fixité des études. Je prends un exemple. Vous allez me dire que c'est loin, mais en 1940, s'il y avait des études, la loi d'Hérin donnait Pétain à 98,9% et De Gaulle à 0,09%. Donc, non, ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant, et dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est au-delà, et pour revenir à la question Julien, pourquoi effectivement, et c'est intéressant parce que si on vous suit, il a raison, on pourrait répondre à Julien, mais Asselineau et compagnie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a même pas été présent. Philippot, etc. On peut dire oui, mais ils n'ont pas existé selon effectivement les sondages ou les études ou les résultats d'ailleurs. Donc bon, mais est-ce que ça veut dire, et moi je reprends votre problématique qui me paraît très intéressante, est-ce que ça veut dire au fond que ces Français qui travaillent, dont vous parlez,
que cette chute de l'autorité, cette chute des partis qu'a instrumenté Sarkozy, vous parlez très très bien comment Sarkozy a commencé ça, quoi. Autorité, parti, les commissions. C'est vrai que c'est pas Macron qui a commencé. La commission Attali, c'était sous Sarkozy. Et Macron a, d'ailleurs, comme par hasard, c'était Macron secrétaire général de la commission Attali. Donc, Absolument. bon, donc, est-ce que ça veut dire, au fond, qu'il y a véritablement aujourd'hui, et c'est tout le problème, un hiatus total entre peut-être ce qu'on peut voir dans les sondages et études, non pas qu'ils sont faux, encore une fois, mais avec des dynamiques profondes de la société qui ne correspondent plus à ces critères-là. Pour moi, c'est un problème central, si vous voulez. Oui, mais votre auditeur pose une autre question. C'est qu'il dit Emmanuel Macron a choisi ses opposants. Et alors oui, il a choisi ses opposants. Oui, parce qu'il dit qu'il ne va pas discuter, vous avez vu, pour les gouvernements, ni avec Rassemblement National, ni avec NUPS. Oui. Donc effectivement, Emmanuel Macron a choisi ses opposants, mais rien n'empêchait ses opposants d'être majoritaires. Vous voyez, c'est là où c'est très compliqué cette histoire. Moi, ce que je vois, c'est que à leur façon, les 4 premiers sont 4 tentatives d'autorité. Ouais. Mélenchon est un autoritaire. Clair. Chavez. Marine Le Pen est une autoritaire. Fini Wider. Éric Zemmour est un autoritaire. Emmanuel Macron est un autoritaire sur le côté extrême centre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez une autonomisation des corps sociaux. C'est-à-dire que vous avez, et c'est ce qui est vraiment un vrai problème, une autonomisation des élites, aujourd'hui, qu'on choisit Macron et qui disent derrière point de salut et basta. C'est presque une sécession des élites. Oui, mais c'est une sécession de tout le monde, c'est ça le problème. Il y a une sécession des élites. Vous avez une sécession du peuple social, derrière Jean-Luc Mélenchon. Vous avez une sécession de ce que j'appelle la France blanche des ronds-points, derrière Marine Le Pen. Et le pépin, c'est que vous avez de la radicalisation à tous les étages. Et vous avez des gens qui... Y compris dans les banlieues, y compris dans les cités, bien sûr, etc. partout. Et donc aujourd'hui, tout est violent, tout est radicalisé. Et c'est cette sécession qui fait que, désormais, cette société n'a que des ennemis. C'est un problème. Les macronistes n'ont que des ennemis, c'est les ennemis du progrès. Les mélenchonistes n'ont que des ennemis, c'est les ennemis du social. Marine Le Pen n'a que des ennemis, c'est les ennemis du peuple et de la France. Il n'y a que des ennemis. Et c'est là où vite, si ces gens-là ne sont pas débordés par une nouvelle façon de gouverner, cette histoire va finir mal. Ouais. On verra ce qu'en pensent justement, ce qu'en pensent les auditeurs. Oui, on continue d'en parler dans un instant. Si vous voulez poser une question à Philippe Lanchener, qui est notre invité, vous connaissez le numéro 0826 300 300. Il répond à toutes vos questions. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et retour dans Berkoff dans tous ses états avec Philippe Lanchener qui est notre invité. Il écrit ce libelle, la dernière présidentielle ou comment le système a fini. C'est publié aux éditions du CERF. Philippe, on a une question pour vous de Guillaume qui nous appelle de Blois. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien Guillaume. Ok. Bonjour à votre invité, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à toute l'équipe Sud Radio. Félicitations pour votre émission. Merci. Donc là-dessus, je rejoins pratiquement à 100% donc l'auditeur précédent. Oui. Concernant l'Union européenne, etc. Par contre, là, vous aviez parlé donc de Zemmour qui n'est pas du tout un souverainiste. D'accord. Puisque lui, il veut toujours rester donc dans l'Union européenne, etc., etc. Ouais. Et ensuite, vous aviez parlé donc Macron, Mélenchon, etc. sont des autoritaires. Pourtant, bon, là-dessus, là, je prends le cas de Macron parce que bon, c'est celui qui est en cours. Lui, quand von der Leyen dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, je le rappelle. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, on va vacciner tout le monde. Oui. Macron n'a pas moufté.
Ensuite, quand elle a déclaré la guerre économique, on va dire, contre Poutine, Alors, oui. contre la Russie, enfin, on va dire Poutine et la Russie, par la même, personne n'a moufté. Pour des autoritaires, moi j'ai connu, je crois qu'on a connu des autoritaires qui avaient un peu plus de colonne vertébrale. D'accord. Oui, vous voulez dire que par exemple De Gaulle, à votre avis, aurait moufté, quoi. Par exemple. Pense, oui. Par exemple. Oui, alors, est-ce que c'était là, alors Philippe Lancière, pardon, est-ce que c'était la conviction de Macron, en fait, quand il dit, justement, mais ce que dit Guillaume, mais peut-être c'était pas parce qu'il suivait Ursula von der Leyen, c'était peut-être les convictions de Macron, à la fois européennes, à la fois pro-ukrainienne ou anti-Poutine, et à la fois, rappelons-le, sa phrase fameuse, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, qu'il a dit dans une interview au Parisien. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est un autoritaire ou c'est un autoritaire un peu d'un genre un peu spécial? Non, c'est un autoritaire sans aucun doute, et de Sylvie Goulard à François Bayrou, en passant par bien des gens, vous voyez la façon dont ça s'éclaircit autour de lui, quoi. Moi, contrairement à votre auditeur, ce que je pense, c'est que quand j'entends von der Leyen et quand j'entends Lagarde, j'entends beaucoup Emmanuel Macron. Donc, et tout comme quand ils sont nommés... Vous voyez que c'est lui qui les influence plutôt? Oui. Vous pensez? Oui. D'accord. Oui. Donc pour moi, oui, c'est un autoritaire, oui, il n'y a pas de doute. C'est un autoritaire, mais pourtant qui a quand même ce en même temps, ce changement de... Parce qu'il est brillantissime. Ce changement, oui. Parce qu'il faut reconnaître qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bien sûr. Il est brillantissime. Je pense que c'est le plus fort de ceux que l'on peut voir aujourd'hui en action. Ensuite, les gens votent ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Là, on est juste sur l'aptitude à faire de la politique. Je crois que oui, il fait partie des gens brutaux même. Oui, on verra en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'incontestablement, il a été réélu. Là, effectivement, en revanche, pour la première fois depuis 2002, un président n'a pas la majorité absolue depuis que les élections législatives suivent l'élection présidentielle. Et vous dites vous-même, dans votre livre, il faudra peut-être qu'on décorrèle l'élection présidentielle et l'élection législative. Il y a un choix fondamental à faire. Est-ce que la France veut être une république parlementaire apaisée? Est-ce qu'elle veut continuer notre histoire bonapartiste? C'est un choix. Est-ce que c'est pas la fin du régime pour vous? Est-ce que c'est pas la fin du régime présidentiel tel qu'on le connaît? En tout cas, il faut vraiment que le régime présidentiel se réforme s'il veut perdurer. Parce que je crois, c'est pas une clause de style, je pense sincèrement qu'on est au bout, quoi. Et moi, je fais partie des gens qui ont un peu peur de la rentrée de septembre. Donc il faut vraiment, vraiment que le président de la République donne tous les signes du fait qu'il veut une République partagée. S'il ne fait pas une République partagée, ça peut être assez tendu. Ça peut être, oui, plus que ça en plus. Et quand vous dites République partagée, alors vous dites, justement, on va finir là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous dites quand même une phrase un peu énigmatique, j'aimerais que vous la précisiez, les façons de faire se substitueront au programme. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que ça fait 3 présidents qui n'appliquent pas les programmes, et les gens savent que désormais, le problème n'est pas tant d'appliquer un programme, parce que de toute façon, il ne sera pas appliqué. Il ne sera pas appliqué parce que crise économique, parce que guerre là, parce que pandémie, et que de toute façon, voilà, on n'applique plus les programmes. Par contre, on aura confiance dans la façon dont quelqu'un guide le pays et intègre les gens. Et donc, c'est la façon de faire qui sera plus importante que le programme, puisque désormais, cette dernière élection, et là, alors la législative, ça a été un gag, ces 2 dernières élections ont été des élections sans programme. Oui, et puis comme vous dites, ne laissons pas le peuple absolument, on le néglige et on le traite au pied levé. Ça va plus marcher comme ça. Et on remercie Guillaume pour sa question, et puis on vous remercie vous, Philippe Lachener, d'être... Non, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Vous publiez ce libelle, La dernière présidentielle ou comment le système a fini, c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez sur Sud Radio Brigitte Lahaye sur la question: quelles sont les différences de sensations entre le plaisir vaginal ou le plaisir clitoridien? Voilà, ça, c'est avec Brigitte qui sera accompagnée d'Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. André Berkoff, on vous retrouve demain aux côtés d'Augustin Morio qui m'a gentiment laissé sa place. Je l'embrasse et je le remercie. Merci à vous d'avoir écouté. À demain.